Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, j'aimerais compléter au maximum, si vous voulez, le niveau 1 que j'ai commencé à vous introduire pour vraiment faire un ensemble entre la pratique que je vous ai montrée et les hors-séries, donc les différents hors-séries que je fais à côté pour compléter en fait votre compréhension et rajouter certaines bases que je trouve importantes sur ce niveau 1 pour que vous ayez tout de suite une vision d'ensemble. Donc déjà, je vous encourage à regarder aussi l'épisode 3, donc qui va vous parler de la Bhakti Yoga. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire un zoom sur le mantra yoga pour vous expliquer peut-être l'importance que ça a, aujourd'hui ce que nos sciences nous permettent de comprendre dessus, et le cheminement que j'ai pu avoir personnellement, par exemple, sur ce qui m'a conduit vers le mantra yoga, mais aussi la PNL, qui est finalement très similaire, la programmation neuro-linguistique. D'autres personnes utilisent ça sans le savoir en utilisant la prière, qui est finalement rejoint totalement la programmation neurolinguistique, surtout si on est capable de créer soi-même sa prière en fonction de soi et non pas d'un texte qui a été préconçu pour nous-mêmes, même si déjà ça crée déjà des connexions. En fin de compte, la base du mantra yoga, de la programmation neurolinguistique et de la prière, c'est simplement de nous connecter à certaines idées, par exemple Dieu, qui va nous connecter à l'idée de conscience totale, en fin de compte, ou d'une supraconscience, certains mots comme cela qu'on a créés finalement pour pouvoir se connecter à certaines idées. Dans le fond des choses, si vous voulez, vous pouvez regarder déjà dans un dernier épisode, je vous ai parlé de Greg Braden. Et notamment, je vous ai donné le lien vers un de ses podcasts. Donc, dedans, il explique qu'il s'est intéressé à toutes les cultures du monde et à leurs différents dictionnaires, à leurs différentes manières de parler. Une manière, finalement, à travers laquelle ils vont pouvoir percevoir le monde. Et à travers ces dictionnaires, ces vocabulaires qu'ils vont utiliser dans leur société, parce que c'est pas juste le dictionnaire, c'est aussi la culture qui fait que finalement, dans ce dictionnaire, parmi les centaines de milliers de mots, on va en utiliser que quelques-uns plus courants, qui vont finalement donc faire partie de cette culture, qui vont créer une vision du monde et un cadre dans lequel on peut penser, et qui vont conditionner en fin de compte une façon, un angle de perception du monde, et qui vont conditionner donc des comportements par rapport à cette conception du monde qui est communément construite finalement. Et pour les personnes qui sont plus curieuses, plus libres, effectivement, ces personnes-là vont s'intéresser davantage à différents sujets, vont aller voir le jargon des sciences, des différentes sciences, puisque chaque science a son vocabulaire aussi, et vont être capables finalement de penser à un monde plus grand, et c'est ces personnes-là qui vont progressivement, en partageant, puisque finalement, dans le fait de parler avec d'autres personnes, on va permettre de donner vie à cette conception du monde qui grandit en nous, donc c'est vraiment très important, le langage aussi, dans la création, et aussi dans la découverte de soi, puisque ça va nous permettre de passer d'un monde qui est à la base donc subtil à l'intérieur, par exemple, pour ces personnes qui s'intéressent, qui sont des chercheurs de vérité, qui s'intéressent à beaucoup de sujets, tous ces sujets vont être très abstraits, ils vont vivre un peu entre deux mondes, le monde extérieur et le monde intérieur, tant qu'ils n'auront pas réussi à verbaliser ce qu'ils ressentent et à l'échanger avec d'autres personnes et finalement à donner vie à qui ils sont. Et à partir de là, c'est là qu'on est libéré, c'est là qu'on a vraiment une sensation de libération. On ne vit plus du tout dans le regard des autres, mais on vit dans un regard qui part depuis soi-même. Et on est en accord avec soi. On est totalement libéré du regard des autres. Ce qui compte ensuite, c'est vraiment notre vérité qu'on a trouvée. On a trouvé notre centre. On a trouvé ce dialogue intérieur. Et on l'a libéré, on lui a vraiment donné vie. Et c'est ce qui nous permet ensuite d'être authentique. Et c'est ce qui nous permet ensuite de libérer tout le monde, puisqu'on arrive à communiquer avec chacun, on donne sa liberté à chaque être de pouvoir penser par lui-même, de pouvoir faire son propre chemin, d'en être où il en est dans son évolution. On sort totalement de cette dualité ou de cette vision un peu culturelle, dogmatique, où on pense c'est la vision commune, c'est la vision unique, où on a l'impression que tout le monde doit penser pareil, puisque finalement au début c'est la base qu'on a, ce dictionnaire commun, finalement, et quand on ouvre son esprit,
au maximum, on ne cherche plus le vrai et le faux, on cherche simplement à s'ouvrir et ensuite avec le recul à comprendre, à pouvoir faire des liens, à pouvoir simplement par notre expérience aussi vérifier toutes ces choses. Et on se permet finalement d'être libre puisqu'on comprend que chaque personne a son propre domaine de perception, d'expérience, de savoir. Et en fin de compte, c'est là qu'on se libère totalement puisqu'on sait que on peut échanger avec les gens, mais on peut jamais dire si c'est vrai ou c'est faux puisqu'on n'a jamais pu vérifier s'ils ont vu ça, comment ils ont perçu les choses, quelles informations ils ont ou pas. Au final, on peut mettre des repères grâce aux sciences notamment et grâce à nos propres perceptions et à celles que les autres ont pu valider. Donc finalement, c'est ce qu'on va appeler l'empirisme, quand une information qu'on a pu voir soi ou qu'on a pu voir dans un large échantillon de la population se vérifie et revient, ça crée des structures, ces structures qui se répètent, c'est ce qu'on va appeler des repères. Et grâce à ces repères, on va ensuite pouvoir poser comme probable ou non certaines choses. Mais finalement, plus on avance et plus on est prudent avec la vérité, qu'on va plutôt percevoir comme des hypothèses, comme quelque chose d'infini, puisque le monde est en éternelle création, et on se rend compte que le monde, en fin de compte, est avant tout une projection de l'esprit. Donc nous participons en tant qu'êtres humains à créer le monde par notre culture, par notre vision commune. C'est ce que disait Einstein quand il disait par exemple que si tout le monde pense que les champignons poussent à l'envers, si l'ensemble de la population sur Terre commençait à penser ça, alors les champignons pousseraient à l'envers. Einstein avait compris beaucoup de choses, beaucoup de ses textes ont disparu, mais dans ses citations, on peut retrouver une énorme sagesse. Donc, j'ai été assez rapide pour vous introduire un peu tout ça, pour vous lancer sur ce sujet. Donc maintenant, je vais simplement essayer d'être un peu plus structuré et de partir depuis les origines, c'est-à-dire qu'à la toute base, ce qui m'a lancé sur ce sujet, c'est que avec les mathématiques, avec certaines sciences, et notamment les sciences qui étudient les séries de chiffres aléatoires produites par des ordinateurs ou des robots, les scientifiques se sont rendus compte que l'émotion humaine pouvait déstabiliser les séquences de chiffres aléatoires. C'est-à-dire qu'on a un robot qui va créer des séquences de chiffres aléatoires, mais si dans la pièce où ce robot crée ces séquences, on met des personnes face à des ordinateurs, face à des vidéos ou des images qui sont très fortes émotionnellement, qui vont vraiment leur faire ressentir quelque chose de fort, on se rend compte que les séquences de chiffres aléatoires sont influencées par le champ électromagnétique émis par le sentiment, par l'émotion, en fait. Elles créent des séquences, comme si elles créaient dans cet univers d'aléatoire quelque chose d'ordonné. Comme si, et finalement c'est ça qu'on découvre, l'émotion était une énergie, emotion, énergie en mouvement, qui crée une structure dans le champ. Donc le champ unifié, le champ total de toutes les consciences finalement. On peut dire champ électromagnétique, puisque finalement c'est un champ électromagnétique qu'on peut mesurer, l'émotion. Avec des appareils qui mesurent les champs électromagnétiques, on peut mesurer une émotion humaine et voir à quel point ça agrandit son champ en fait quand il a une émotion très forte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier. Donc, vous pouvez regarder sur Internet. Je crois que c'était Princeton et une autre école, je ne sais plus si c'était Yale, qui ont posé en fait ces sondes qui mesurent ces champs électromagnétiques un peu partout dans le monde. Et ils se sont rendus compte que le jour du 11 septembre, quand les tours jumelles ont été attaquées, ils se sont rendus compte que sur ces sondes qui étaient un peu partout dans le monde, ils ont pu vérifier le jour de l'effondrement de ces tours. À la base, si vous voulez, on va dire que si c'est à peu près ça le graphique, on va dire qu'au début c'était tout droit, plus ou moins droit. Ça faisait quelque chose de très très bas en fait sur le graphique. Donc ça c'était avant que ça arrive. Et ils se sont rendus compte qu'un jour avant, donc 24 heures avant, il y a un pic énorme déjà dans le champ électromagnétique global. Donc déjà l'influence de ce qui s'est passé le 11 septembre a eu une influence un jour avant, qui avait une hauteur à peu près de la moitié de ce qui s'est passé le jour même. Immense, c'est-à-dire que si à la base c'était là, c'est monté, ça a été multiplié par 6, 7, 8, le champ électromagnétique sur Terre, puisque c'est un champ unifié qui fait le tour de la Terre en fait. Si vous voulez, tous ces champs
ne forment qu'un, puisqu'autour de la Terre, il y a une sorte de caisse de résonance où toutes ces émotions sont réunies et il y a à travers ces émotions un échange d'informations immense entre tous les êtres. C'est ce qui explique la conscience collective, c'est ce qui explique la théorie du centième singe, puisque finalement, l'intuition, c'est la capacité à décrypter cette émotion qui est une forme de langage hyper dense, donc qui contient énormément d'informations par rapport à la pensée, et qui permet à l'ensemble du vivant de communiquer et d'évoluer extrêmement rapidement. C'est ce qui fait aussi, notamment, dans le cas de Corona, les personnes qui chopent le Corona et qui ensuite guérissent, transmettent l'information de la guérison à l'ensemble des personnes, et c'est ce qui fait qu'un virus qui à la base est extrêmement dangereux devient très rapidement bénin, donc sans réel danger. Donc, on voit que le 11 septembre, le jour même, on a un pic qui multiplie peut-être par 10 le coefficient d'électromagnétisme, en fait, la mesure d'électromagnétisme sur Terre, qui d'habitude est assez relativement basse. Et on voit que 24 heures avant, 24 heures après, il se produit un pic, à peu près de la moitié de ce qui se passe le jour J. Donc si on prend un jour avant et un jour après, et qu'on réunit ce jour avant et ce jour après, on a à peu près l'équivalent du jour J. Donc c'est un phénomène qui nous fait comprendre déjà que l'émotion, tout comme la masse des planètes, peuvent plier l'espace-temps. C'est ce que Einstein nous montre. Il nous explique que l'espace-temps est à peu près une toile qu'on pose sur une table sur laquelle il y a des plis. Donc, ces plis sont exercés par des astres qui ont une grande masse, une quantité d'énergie finalement immense qui va plier, qui va courber l'espace-temps. Donc ça nous ramène sur beaucoup de choses ensuite. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'émotion aussi est une forme d'énergie extrêmement grande, extrêmement puissante, qui peut aussi plier l'espace-temps, le faire vibrer, finalement, comme si c'était de l'eau sur laquelle on balançait une pierre, ça crée des ondes. Et le jour J, on a du coup une vague qui part, qui se répartit sur 24 heures, et qui va créer une onde qui va continuer à avoir une influence 24 heures avant et après. Donc ça veut dire qu'on peut prévoir à l'avance, déjà d'une part, les catastrophes naturelles, au moins 24 heures à l'avance, mais finalement, c'est vraiment une onde, avec des outils vraiment performants, on pourrait suivre cette onde, peut-être plus loin encore dans l'espace et le temps. Donc ça nous montre plusieurs choses. Déjà d'une part qu'il y a un monde au-delà de l'espace et du temps. L'espace et le temps, c'est tout simplement quelque chose de relatif sur lequel on a une influence, déjà. Donc finalement, si on peut courber l'espace-temps, ça implique déjà que notre conscience transcende la loi de l'espace et du temps. C'est-à-dire que notre conscience, déjà, et ça la physique quantique nous permet de le comprendre, puisqu'une masse immense, puisqu'une énergie immense, donc imaginons une énergie infinie, notamment comme on peut arriver avec la matière noire, ce genre de choses. Imaginons une énergie infinie, comme celle qu'il y a avant le Big Bang, plie l'espace-temps, ou du moins le dilate tellement, que finalement, c'est comme ce qu'on voit avec les trous noirs, le temps s'arrête au niveau d'un trou noir. La conscience a ce pouvoir-là, c'est-à-dire que notre conscience transcende les lois de l'espace et du temps. Déjà, notre émotion a une influence sur l'espace et le temps, et la masse également a une influence sur l'espace et le temps. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, avec notamment les recherches sur la physique quantique, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des particules qui pourraient aller plus vite que la vitesse de la lumière. On se rend compte aussi qu'il y a des particules qui se téléportent, qui apparaissent et qui disparaissent et qui passent à travers les dimensions. On se rend compte qu'il y a déjà plusieurs dimensions. Il n'y a pas que le champ d'existence que nous voyons, mais il y a d'autres domaines de fréquences qu'on ne voit pas et où disparaissent et réapparaissent les photons, par exemple, ou certaines particules. On se rend compte aussi que certaines particules vont plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, on se rend compte aussi qu'il y a des domaines d'existence, donc où la conscience, qui est le premier principe avant le Big Bang finalement, puisque la conscience, on a pu le voir dans les sciences de la conscience, c'est ce qui survit au corps. Donc c'est quelque chose qui est là avant la création des corps, donc de l'espace, de l'univers. C'est le principe premier. Et c'est un principe qui n'est pas individuel, mais à la fois individuel et collectif. C'est ce qu'on se rend compte puisque c'est un champ. Et un champ, c'est quelque chose qui se superpose. C'est comme des ondes, quand deux ondes se rencontrent, elles se superposent, elles fusionnent. Les consciences
ont ce même principe-là. Donc on est en train de comprendre certaines lois dans la physique, et Greg Braden, par exemple, explique ça très bien dans The Divine Matrice, c'est que ces lois sont totalement applicables ensuite à la conscience et à certaines forces, à certaines lois comme celle-là, applicables finalement à nous-mêmes pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Et c'est ça qui est vraiment passionnant aujourd'hui, comme dans l'étude des sciences, c'est que c'est pas quelque chose d'extérieur à nous qu'on étudie, mais c'est nous-mêmes en fait. Donc je voudrais pas aller trop loin là-dedans. C'était simplement pour vous montrer qu'effectivement, déjà, notre esprit, nos émotions ont un impact immense sur la réalité. Et ça, toutes les sciences de la conscience commencent à comprendre que le monde serait quelque chose comme des sortes d'énergie, c'est comme une sorte d'énergie qui serait à l'état latent, en fait, avant la création, et qu'en fin de compte, c'est nos consciences, en observant ces particules d'énergie, on va dire fondamentale, c'est notre conscience qui projette une structure qui va modifier dans un premier temps les particules quantiques les plus fines, qui vont ensuite par un mécanisme du plus petit, de l'infime, l'infinitésimal jusqu'au plus grand, créer des changements en fait. Et ça annule totalement la loi de la vision de l'évolution de Darwin, mais là on est sur l'évolution non pas par des mécanismes aléatoires, puisqu'aujourd'hui, comme je viens de vous montrer, mais ça fait longtemps qu'on le démontre, l'aléatoire n'existe pas. Il y a toujours une interaction de la conscience, que ce soit à travers l'émotion ou à travers la volonté, à travers simplement l'observation, par exemple. On se rend compte qu'il y a une loi de l'évolution par l'intention, par l'observation, par la conscience. On se rend compte qu'on modifie le monde simplement par déjà nos émotions, comme on a pu le voir, que l'on génère, mais aussi notre façon d'observer, notre vision du monde, ce qu'on émane, ce qu'on est, finalement, tout ça va créer le monde. Et c'est en ça qu'une démocratie réelle existe au niveau de l'univers, puisque tout le monde vote en fonction de qui il est. Et c'est là que c'est très important, ce que, par exemple, dit Gandhi, quand il nous dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », puisque finalement, c'est votre vote que vous posez, c'est qui vous êtes. Comment vous observez le monde? Quel monde vous osez rêver? Donc ça, c'est déjà dans un premier temps, je voulais vous effectivement introduire ce sujet des lois de la création. Mais dans un second temps, je voulais venir avec vous sur l'idée du langage source. C'est-à-dire que, par exemple, un ordinateur, ce qui va le faire marcher, c'est des séries de chiffres. Si ces séries de chiffres sont modifiées, ça fait planter le système. Ou du moins, ça pourrait le modifier son comportement. J'ai essayé de prendre finalement une métaphore en observant mon ordinateur, en me disant « Ok, comment fonctionne mon ordinateur ?» Puisque c'est très semblable. Quand j'observe mon écran, je vois la surface du réel. Tout comme, par exemple, je vois la matière, je vois la surface du réel. Mais mes yeux ne sont pas capables de décrypter chaque pixel, donc chaque atome, par exemple. Ni de voir les chiffres derrière qui, dans les processeurs, envoient l'information pour envoyer ces pixels, ou pour voir les différentes interfaces entre les différents éléments, la carte graphique par exemple, ou la carte mère, ou la RAM, ou tous ces éléments qui constituent l'ordinateur, les disques durs, etc., qui contiennent la mémoire. Je ne peux pas discerner tous ces éléments. Moi, je vois simplement le phénomène, mais je ne vois pas la cause. Je vois l'effet, mais pas la cause. Mais de la même manière, finalement, si j'interprète le monde de cette manière-là, alors quelque part, il y a tous ces éléments qui fonctionnent derrière. Il y a ce code derrière qui est la source du système d'exploitation, donc Windows si vous voulez, ou de chaque logiciel qui existe sur cet ordinateur. Il y a ensuite aussi la matière qui forme chacun de ces éléments, donc qui constituent l'ordinateur, que ce soit le réseau électrique, la création d'électricité à la base, la source d'énergie à la base, et ensuite tout le système, carte graphique, carte mère, les différents composants, les résistances, etc. Donc il y a différentes choses. D'un côté, il y a l'information, tout ce qui va être numérique, ça va être les programmes qui vont être mis sur ces supports, et il y a ensuite le monde des différentes matières, des différents atomes, des différents champs qui vont constituer les éléments qui vont faire fonctionner la machine, les différents composants. Les composants et les informations. On va dire qu'il y a, l'énergie et l'information qui sont déjà des mondes qu'on peut discerner, mais finalement,
L'idée, c'est plutôt de créer des relations entre ces choses-là pour essayer de comprendre. La question que je me suis posée assez rapidement, c'est s'il y a un langage source qui serait finalement les chiffres, puisque, comme pour l'ordinateur, on utilise le binaire, et on se rend compte que notre cerveau utilise un langage très proche du binaire. Et que dans l'univers, il y a une sorte de séquence qui fait que le binaire est une sorte de langage universel. Et les chiffres également, après, avec toute leur complexité, seraient la base de cet univers qui crée cette géométrie, et qui crée ces composants qui organisent l'énergie, etc. Je me suis demandé, à l'échelle de l'être humain, comment peut-on utiliser ces codes, comment peut-on apprendre à coder pour créer les logiciels, pour comprendre les logiciels, ou pour en créer de nouveaux. Et en fin de compte, c'est là que j'ai été progressivement vers la science de la conscience. En voyant que l'émotion peut modifier le code, déjà, j'ai pu comprendre que la méditation et l'art de maîtriser ces émotions était un des éléments qu'on peut utiliser, un des logiciels, si on veut, qu'on peut utiliser pour coder. Ensuite, il y a des sciences de l'hypnose qui utilisent la suggestion, et finalement la méditation fait partie déjà de l'hypnose, quelque part, de l'auto-hypnose. C'est une sorte d'auto-hypnose finalement, la suggestion. Et en fin de compte, quand on étudie l'hypnose, on se rend compte qu'il y a deux choses, deux principes qui permettent de coder quelque part. Le premier, c'est l'état émotionnel, puisqu'on a pu voir dans la loi d'attraction, la force d'attraction. Quand vous mettez une idée, d'abord vous mettez l'information, vous mettez l'idée, mais ensuite vous mettez l'énergie pour que ça se crée. Donc la force de création, c'est l'émotion, qu'on a pu voir déjà notamment à notre échelle. Mais dans un premier temps, c'est l'information, c'est-à-dire de projeter, d'être clair avec nous dans notre monde d'idées, de concepts, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut. Et ensuite, d'avoir une vision claire que c'est ça qu'on veut. Et donc de mettre cette émotion, cette énergie, de vraiment le vouloir, cette motivation, cet amour, cette joie à l'idée de le faire venir, de le créer. Comme un entrepreneur qui veut absolument faire naître son projet, il l'aime, il le veut le partager. Et c'est ça qui va faire qu'il va réussir, c'est sa passion. Donc finalement, on est en train de voir qu'il y a deux choses. Pour réussir à créer l'information, là, c'est un processus qui demande d'étudier à peu près toutes les sciences qui existent progressivement. C'est ce qui va nous permettre de créer, d'avoir ce vocabulaire, d'avoir cet espace, cette vision, ce recul sur les choses qui nous permettent de créer quelque chose de complet, avec la certitude que c'est cela qu'on veut. Réussir à trouver les bons mots, les bons concepts pour définir exactement ce qu'il y a en nous et de lui donner un sens dans le monde. L'information va passer par les mots. Le langage code, à l'échelle de l'être humain, c'est les mots qu'on utilise. C'est pour ça que c'est très important d'étudier toutes les sciences pour avoir un vocabulaire et des concepts, des images, des métaphores très claires, pour donner ensuite une vision très nette de ce qu'on veut créer, de ce qu'il y a en nous pour le faire naître dans le monde. Puisque finalement, c'est nous-mêmes, notre vérité, quand on va l'approcher, qui d'elle-même va déterminer ce qu'on va vouloir créer. Ça va de soi, en fait. Au bout d'un moment, le simple fait d'être authentique, vous n'avez même plus besoin de vous poser la question « qu'est-ce que je veux faire ?» C'est logique. C'est ce que vous voulez faire, c'est qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans un premier temps, ça demande d'avoir accès à beaucoup de sciences pour avoir une vision claire du monde. Et donc, finalement, du monde extérieur et du monde à l'intérieur. De la même manière, ces deux mondes fonctionnent comme un seul. Donc, si vous avez une vision claire du monde extérieur, vous avez une vision claire du monde intérieur. Donc le premier pas, c'est l'information. Et donc là, ça va vers apprendre par soi-même. Et donc là, le meilleur moyen, effectivement, face à une quantité immense d'informations, on ne peut plus discerner le vrai du faux dans notre société, c'est d'être totalement ouvert et de ne pas juger du vrai et du faux, mais simplement de s'ouvrir, de tout écouter. Et ensuite, avec du recul, de pouvoir faire des liens et pouvoir comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux par rapport à soi, et notamment en développant notre intuition progressivement, on va trouver ce qui résonne, ce qui donne du sens dans nos vies. On n'a même pas besoin de dire le vrai et le faux, ça c'est du dual. Et l'idée c'est d'en sortir, de se libérer de ça, et simplement d'accueillir progressivement, c'est ce qui va nous libérer, ce qui va nous rendre authentiques. C'est vraiment l'accueil, l'écoute totale. Donc dans un premier temps, faire des recherches, s'ouvrir totalement à tout, aller vers ceux qui nous attirent, ceux qui donnent du sens par rapport à nous, c'est ça qui va nous diriger, c'est notre GPS, c'est notre ressenti. Dans un second temps,
Une fois qu'on a une vision claire, c'est de prendre conscience de notre pouvoir créateur, donc comme je suis en train de le définir là, de créer sa vision du monde, d'avoir une vision claire de qui on est, de ce qu'on veut vraiment dans le monde, de comprendre que nous participons à créer, qu'il y a une sorte de démocratie où chaque personne, par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'elle fait, à ses choix, à sa façon d'exprimer aussi à tout le monde sa vérité, participe à créer un monde. Ça, c'est prendre conscience de notre souveraineté, de notre pouvoir créateur. Ça, c'est la seconde étape. Donc, de commencer par exemple à utiliser les réseaux pour pouvoir vous exprimer, donner vie à ce qu'il y a en vous, oser le faire. Chacun a le droit d'être authentique. C'est comme ça que vous libérez tous les êtres. En étant authentique, vous devenez des guérisseurs, vous devenez des créateurs. En osant parler de ce qui vibre en vous, de ce qui vit en vous, vous participez à créer le monde. Et c'est comme ça, progressivement, qu'on peut changer le monde si tout le monde devient authentique, si tout le monde se trouve, si tout le monde fait ses recherches, se trouve, et ensuite assume cette responsabilité d'être authentique et de participer à cette création. Comprendre ce pouvoir créateur et participer à cette création. Ensuite, dans un second temps, ce qui va nous aider tout le long de nos recherches, notamment à bien pouvoir écouter ce GPS intérieur, cette vibration qui est en nous, qui nous pousse vers ce qui a du sens ou pas pour nous, c'est effectivement l'énergie, c'est ce ressenti, c'est la méditation, c'est le développement de l'intuition, c'est le travail avec l'émotion, puisque comme on a vu, l'émotion est un langage beaucoup plus efficient, beaucoup plus vaste, qui transcende même les lois et du temps. Qui transcende même les lois et du temps, comme on a pu le voir, puisque l'émotion, comme on a vu, s'exprime le jour J, mais 24 heures de chaque côté, et si on en avait du matériel plus fin, encore plus loin, sans doute. Donc, d'arriver à décrypter ce langage émotionnel à force de l'observer, notamment par le yoga, que ce soit la méditation ou les mouvements, ou simplement d'écouter ce qui se passe en nous. De manière générale, on appelle ça la méditation, d'écouter ce qui se passe en nous, d'écouter cette émotion, jusqu'à pouvoir la décrypter, jusqu'à même pouvoir décrypter celle des autres, pouvoir créer l'empathie, et ensuite pouvoir créer la télépathie. Déjà, l'empathie nous donne le sentiment et nous donne cette sagesse qu'on nous sommes dans un collectif, qu'il y a un champ autour de nous dans lequel on peut capter des choses. L'intuition, c'est ça, on va capter des choses, et ça nous ramène au centième singe. Quelqu'un a déjà trouvé une information. Si j'écoute mon intuition et que je me pose une question dans une direction, dans une bande de fréquences, par exemple sur des sciences, et que quelqu'un a déjà découvert cette information, intuitivement, dans mon émotion, je vais ressentir qu'effectivement c'est possible. Je vais ressentir qu'effectivement il y a sans doute quelque chose à chercher par là, et que quelque part cette information est disponible si je vais en ligne, ou alors je vais créer cette coïncidence qui va m'amener à aller vers une personne qui va me donner cette information, ce genre de choses. Les synchronicités, Jung en a beaucoup parlé. Du coup, lui qui est un peu la figure dans le domaine de la psychologie et qui a beaucoup parlé de l'âme et donc de la conscience collective, puisque l'âme, c'est pas un principe individuel, mais à la fois individuel et collectif, dans lequel l'idée, c'est d'amener progressivement la conscience. Ce qu'on fait ici, c'est d'amener progressivement la conscience, ce qu'il y a avant et après, progressivement dans ce monde-là. Donc, on va dire qui est le monde de l'âme, de la projection, notamment. Donc, ça, c'est la science du yoga, d'aller nous connecter progressivement vers cette unité première, notre vérité, de faire descendre cette vérité, cette beauté, cette harmonie dans le monde. C'est ce qu'on fait notamment quand on fait ses recherches progressivement, on s'ouvre à ça, quand on ouvre son esprit, quand on apprend à écouter son émotion. Progressivement, on se reconnecte avec notre vérité, avec notre unité, que nous faisons descendre. Donc, dans un second temps, une fois qu'on a une vision claire, et ce qui va aussi nous aider à avoir une vision claire, c'est de pouvoir écouter ce qui se passe en nous. D'écouter notre intuition, d'affiner notre intuition, jusqu'à avoir, à un moment donné, le sentiment de la dissonance ou de l'harmonie. Des fois, à force d'expérience, en vous écoutant parler ou en écoutant parler d'autres personnes, dans les mots, vous allez ressentir une énergie, une vibration qui va être soit dissonante, qui va nous faire comprendre qu'on se trompe, que nous n'allons pas dans la bonne direction par rapport à nous-mêmes, ou harmonieuse, qui va nous faire comprendre que c'est par là que on se trouve, que on va se trouver, que notre vérité, du moins, que nous avons du sens à aller. Simplement, ce sera notre GPS intérieur. Comme je vous en ai parlé un petit peu avec le yoga, c'est notamment la Bhakti Yoga, c'est se rappeler en permanence de notre vérité, de nous rappeler en permanence que nous ne sommes pas que des corps, mais que nous sommes des corps, des âmes, des esprits.
et de vivre sur ces 3 niveaux-là tous les jours. D'écouter tous les jours notre corps, nos besoins fondamentaux, d'y répondre bien sûr, mais à la fois notre âme, nos besoins essentiels, finalement, ça a du sens vraiment pour nous, et plus loin, progressivement, notre esprit, ouvrir notre esprit. Tous les jours, c'est ce travail-là qui va nous permettre ensuite de trouver notre vérité. Par la méditation, nous allons apprendre à maîtriser l'énergie, à connaître notre âme, et ensuite nous pouvons apprendre à manipuler, du moins pas manipuler dans un sens péjoratif où on fait ça à dessein de, par exemple, corruption, mais la seule chose qui prend sens à un moment donné quand on arrive à ce contact avec l'âme, c'est de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Et finalement, on a conscience aussi que nous faisons partie d'un collectif, donc ce qui a du sens pour nous. On commence à réfléchir en tant que nous. On comprend que nous sommes tous interdépendants et à la fois indépendants. Nous sommes les deux à la fois. Nous sommes ondes et particules, comme la lumière. La conscience, c'est la lumière. C'est ce que nous sommes à la base. Ensuite, qui prend des formes, qui se reflètent et qui crée ces images que nous percevons, qui sont bien sûr des interprétations de notre esprit, des projections de notre esprit à l'échelle collective, qui vont créer à l'échelle collective ces choses que nous voyons, finalement. À l'échelle individuelle, nous pouvons lancer des idées qui sont dans le domaine du subtil dans un premier temps. Et si beaucoup de personnes commencent à regarder et à vouloir aller dans le même sens, alors cette chose devient une réalité, tangible, visible. C'est comme ça qu'on peut expliquer la phrase d'Einstein que je vous ai donnée par rapport aux champignons. Si une personne commence à projeter les champignons poussent à l'envers, alors une image se forme dans le domaine du subtil, du quantique. Mais si tout le monde commence à se concerter, à se dire « mais oui, ça a du sens, pourquoi il ne pousserait pas à l'envers? Ce serait trop bien », et tout le monde commence à penser comme ça, alors l'image du subtil commence à jouer sur les différents mécanismes qui nous relient avec ce monde-là pour aller jusque dans la matière que nous observons au plus proche de nous, et ensuite une espèce de champignon qui pousse à l'envers, par exemple. Voilà le processus de création. J'espère que j'ai été clair. J'espère que vous avez bien compris les différents éléments, donc information, énergie, qui nous est donné de trouver. À celui qui cherche, les choses viennent, puisque dès que vous désirez quelque chose, que quelque chose vous appelle, vous ouvrez une porte quand vous restez concentré dessus, quand vous êtes convaincu, quand vous avez vos convictions, que vous allez vraiment faire ça, cherchez, alors les choses viennent naturellement. Tant que vous cherchez, ce que vous cherchez, ça approche de vous progressivement. Plus vous avez ce besoin, cette envie, cette passion de chercher, plus les choses viennent rapidement. À celui qui cherche éternellement, vient l'éternité. Pour moi, c'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai été clair, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. J'ai été un peu rapide. Je pense que j'ai bien introduit le sujet. C'est là que vous pouvez maintenant ensuite faire le lien avec le mantra yoga, la prière, l'auto-hypnose, le fait de commencer à parler avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, avec les autres, de parler même avec l'ensemble, puisque tout est vivant, tout est énergie, information, va progressivement vous permettre de vous développer, vous affirmer, vous construire, vous bâtir, et d'aller vers ce que vous voulez, entamer ce chemin. Et vous trouverez certainement quelque chose très rapidement. Essayez de demander des signes et vous verrez à quelle vitesse vous recevez des réponses. Demandez des choses et vous verrez que les choses se passent. Pas forcément comme vous l'avez demandé parfois, de la meilleure manière par rapport à qui vous êtes, pour que vous puissiez progressivement aller vers cette chose que vous demandez. La suggestion, c'est quelque chose de très puissant. De oser demander simplement « je veux ça ». Par exemple, l'univers, donne-moi ça, j'ai besoin de ça, aide-moi à l'obtenir, que ce soit la paix, ou que ce soit la réussite d'un projet, ou que ce soit la vérité, ou que ce soit ce que vous voulez. Le demander, et vous conditionner aussi à dire, juste par exemple, quand je vous ai montré dans la méditation, à dire nous sommes un, c'est quelque chose que vous commencez à créer à l'intérieur de vous, c'est cette unité. Les mots qu'on va utiliser vont avoir un potentiel créateur. Donc les suggestions qu'on utilise sont très puissantes. Donc après, il s'agit d'avoir une vision du monde et de trouver des mots à mettre dessus pour créer ces suggestions. Nous sommes un, par exemple. C'est quelque chose qui nous relie, nous en tant que collectif, on va dire,
du domaine de l'âme, de l'humain, du vivant, avec notre origine. Nous sommes un. C'est déjà quelque part créer cette unité entre ce que nous sommes réellement et ce que nous vivons ici. Et c'est ce qu'on est venu faire en fin de compte. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. Je vous souhaite une bonne continuation de la paix, de la joie, de l'amour dans vos vies. Salut!